Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des députés et sénateurs SDF boycottent la rentrée parlementaire de novembre 2017, un signe de protestation contre ce qu'ils qualifient d'impuissance et d'incapacité du Parlement à ouvrir un dialogue sur la crise anglophone et la forme de l'État. En réponse à ce boycott du SDF, le président de l'Assemblée nationale a martelé dans son discours d'ouverture que le Cameroun est un État unitaire et décentralisé, un et indivisible, dans un contexte de radicalisation des prises de position. Un dialogue politique inclusif est-il encore possible au Cameroun? Vous écouterez dans ce dossier du 20h des voix des Camerounais ordinaires interpeller les parlementaires sur le rôle clé dans la résolution des crises de grande envergure au Cameroun. Sur le front de guerre contre le terrorisme, les populations vivent une autre terreur, celle des enlèvements des membres de leur famille, des agressions mortelles dans le septentrion, mais aussi le spectre d'une famine qui menace les populations du septentrion. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La rentrée parlementaire de novembre 2017 est marquée par le boycott des députés et sénateurs du SDF à l'Assemblée nationale et au Sénat en suspendant ainsi leur participation. Ils entendent protester contre ce qu'ils qualifient d'impuissance et d'incapacité du Parlement à ouvrir un débat sur la crise anglophone et la forme de l'État. D'ailleurs, cette question, cette préoccupation liée à la crise anglophone n'a été évoquée qu'à la fin du discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale. Kavaye Djibril a répété une fois de plus les prises de position de l'exécutif sur la crise anglophone, à savoir le Cameroun est un État unitaire et décentralisé, un et indivisible. Reportage Joël Essengé et Guy Zogo. L'ouverture de la session parlementaire de novembre à l'Assemblée nationale offrait avant tout deux temps forts, le boycott du Social Democratic Front et la présence du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Bellinga-Eboutou, dans le box du gouvernement. Plus classique, le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale a rappelé la nécessité de se conformer aux principes budgétaires pour le budget 2018. Le projet de budget qui sera bientôt soumis à l'examen de notre Chambre va être un projet réaliste, conforme aux grandes orientations de la politique budgétaire. Aussitôt après, il a précisé le contexte dans lequel ce budget va être examiné. Ce nouveau budget intervient dans un contexte global, toujours marqué par la chute des cours de pétrole et des autres principales matières premières primaires, à l'instar du cacao et du café. Sur un tout autre plan, le président de l'Assemblée nationale a mis en garde contre les risques d'une famine dans le septentrion. Le spectre d'une sévère famine plane actuellement sur la partie septentrionale du Cameroun du fait de la faible pluviométrie et de l'activité champêtre perpétuée, hélas, à l'insécurité provoquée par la rébellion de Boko Haram. Relégué à la dernière extrémité du discours du président de l'Assemblée nationale, la crise anglophone lui a inspiré la condamnation des actes de violence et l'évocation sans relief du dialogue. C'est le lieu pour moi de condamner avec la dernière énergie les assassinats, les actes de violence et les autres exactions qui continuent d'être perpétrées, surtout dans les milieux scolaires. On ne peut qu'encourager les uns et les autres à rester dans la voie du dialogue et de la concertation. Les députés, eux, se disent prêts. Nous sommes prêts, comme par le passé, à travailler pour le projet de budget qui sera soumis à notre examen. Nous souhaitons simplement que ce projet de budget prenne en compte l'actualité, les réalités de l'heure. Il faudrait que le budget reflète cette réalité pour permettre à notre pays de rester debout. Reste maintenant
à rentrer dans le vif du sujet avec le dépôt des premières lois sur la table des parlementaires. Un débat parlementaire sur la crise anglophone est-il tabou à l'Assemblée nationale et au Sénat? Le RDPC, le parti au pouvoir, redoute-t-il des discussions sur la forme de l'État? Ce tabou subtilement imposé au Parlement agace le SDF. Ces parlementaires, ce matin, ont boycotté la rentrée à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la session parlementaire du mois de novembre 2017 et comptent aller bien plus loin si rien n'est fait pour ouvrir un débat sur cette crise qui affecte déjà toute la République du Cameroun. Des précisions avec Marcelin Grassop dans ce reportage. C'est à l'absence de plusieurs députés que les parlementaires du SDF ont boycotté l'ouverture de la session budgétaire. Au siège du parti où ils se sont réunis, les absences de Joseph Wiba et de Joseph Bandam ne sont pas passées inaperçues, pour ne citer que ces deux députés bien connus qui ont été pris à partie récemment par les populations des régions anglophones. Il y a certains de mes parlementaires qui sont assiégés à résidence par les populations, par leurs électeurs dans leur région, leur demandant de ne pas se déplacer à Yaoundé, parce que ça fait 4 sessions que la crise a débuté dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, et jusqu'aujourd'hui, pendant les 4 sessions, le Parlement n'a rien fait, alors que la Constitution, à son article 4, parle de l'autorité de l'État qui est exercée par le président de la République et le Parlement. Donc le Parlement devait faire quelque chose, ça fait 4 sessions, rien n'est fait. Les députés et sénateurs du SDF ont donc déserté l'hémicycle pour dénoncer la mauvaise gestion de la crise anglophone par le président de la République. Nous sommes, n'est-ce pas, à une étape de l'escalade qui, si rien n'était fait, risque de nous conduire à des lendemains très incertains. Parce que non seulement les éléments de force de sécurité ont été assassinés, ça c'est jusque-là, depuis le début de la crise, nous n'avions pas encore vécu ça, mais aussi les populations menacent nos élus de ce qu'ils n'entendent plus qu'ils aillent à Yaoundé sans qu'on sache ce qu'ils aillent faire. Parce que c'est comme s'ils cautionnaient ce qui se passe à Yaoundé, c'est-à-dire le mépris à leur endroit. Donc ceux-là aussi peuvent être tués au cas où, n'est-ce pas, sans façon, ils font comme s'ils coopéraient avec le gouvernement. Donc, que vous savez, nous sommes les élus du peuple, les représentants de ce peuple. Et ceux-là qui nous ont élus ne peuvent pas être en train de souffrir, ne peuvent pas être torturés, massacrés, et nous nous comportions comme le gouvernement, c'est-à-dire comme si de rien n'était. À la question de savoir jusqu'où iront-ils dans le boycott de la session en cours, les parlementaires du SDF s'en remettent à la sagesse du président de la République. Nous attendons un dialogue inclusif avec tous les acteurs de la société civile, des partis politiques, du clergé, des chefs traditionnels et autres. C'est ce que nous attendons. Lui-même, il a parlé du dialogue. Où est le dialogue? Donc c'est ce que le Premier ministre est en train de faire sur le terrain avec ses fonctionnaires. Je ne crois pas. Nous adressons notre communiqué en direction du chef de l'État parce que c'est lui qui doit apporter la solution à cette crise. Pour le moment, je ne peux pas vous donner la suite, donc la suite c'est que j'attends le chef de l'État. Ce n'est pas la première fois que les sénateurs et députés du SDF boycottent une session parlementaire, à la différence que cette fois, ils n'ont pas occupé leur siège avant de les abandonner, comme par le passé. Ils ont préféré un siège plus confortable selon eux, celui de leur formation politique au quartier Olézoa, à Yaoundé. It is worth noting. Et au Sénat, dans l'après-midi, Marcel Nyat Difendi a condamné la montée de la violence dans les régions anglophones avec les actes perpétrés contre des gendarmes. Le président du Sénat a invité les parlementaires à être des apôtres de la paix et s'engager pour relever les défis liés à cette session consacrée à l'examen et l'adoption du budget 2018. Et vous le voyez en image, cette session s'est ouverte en l'absence remarquée des sénateurs du SDF. Néanmoins, l'on a relevé la présence du directeur du cabinet civil de la présidence de la République et des membres du gouvernement invités à l'ouverture de la session parlementaire au Sénat pour ce mois de novembre 2017. Et toujours dans cette actualité, des Camerounais interpellent les élus de la nation sur leur rôle clé
dans la résolution de cette crise anglophone, il les exhorte, les députés et sénateurs, à utiliser le pouvoir législatif pour traiter des causes profondes de cette crise qui menace la cohésion nationale au Cameroun. Kate Diarra et Mitterrand les ont rencontrés dans ce reportage. La rentrée parlementaire du mois de novembre, prioritairement réservée au budget de l'année 2018, est malgré tout une rentrée porteuse d'attentes et d'espoir pour nombre de Camerounais. De ceux que nous avons rencontrés dans la rue, beaucoup continuent d'accorder une confiance quasi aveugle à ces parlementaires, déjà perçus ici comme contre-pouvoir, cela par le contrôle de l'action gouvernementale. Ces parlementaires-là, nous, on a confiance en eux. Si on les bosse pas, on a confiance en eux. Nous savons qu'ils peuvent bien faire le travail. Pourtant, il y en a plus critiques et intransigeants, aux yeux de qui les parlementaires ont désormais perdu toute considération. Bon, je pense que les sénateurs n'ont jamais joué aucun rôle pour le peuple camerounais. Ils ont toujours eu l'habitude de lutter pour eux, chercher ce qu'ils vont avoir. Bon, ce qu'ils vont faire aujourd'hui, je crois que ce sera la même chose. Il n'y aura rien à faire. Nous, on n'attend rien de ces parlementaires. Les Camerounais n'ont plus confiance aux députés parce qu'ils ne font pas leur boulot, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne viennent que vers la population quand ils ont besoin de leur voix pour être votés. Et après, on ne les voit plus. Des critiques qui n'ont pas empêché la formulation de leurs attentes, qui, bien que de plusieurs ordres, convergent toutes vers la résolution de la crise anglophone. Oui, qu'ils soient juste véridiques envers eux-mêmes et envers le peuple camerounais. Puisque avec la crise anglophone qui est en train de se passer, je pense qu'ils devaient s'attarder mieux par rapport à ce sujet et savoir que les Camerounais sont en train de souffrir. Chercher à trouver la solution pour que nos frères du Nord et du Sud soient dans de bonnes conditions et que le Cameroun soit en paix. La dernière session de l'an, qui intervient à un moment de crise, exacerbée par la radicalisation des revendications anglophones et la guerre contre Boko Haram, ne sera pas de tout repos pour les parlementaires. La preuve. Comme d'habitude, nous attendons le bien-être des Camerounais, que les députés, n'est-ce pas, puissent faire leur travail, à tel enseigne que les Camerounais puissent trouver une bonne façon de vivre. Au regard de l'enlisement de la crise anglophone et la radicalisation des prises de position, un dialogue politique inclusif est-il encore possible au Cameroun? Après le bilan mitigé de la tripartite de 1991, l'opposition a-t-elle encore les moyens de contraindre le régime de Yaoundé à ouvrir ce dialogue tant attendu? Nous en parlerons en deuxième partie de ce journal avec le vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun, Cyril Sambaka, l'invité du 20h. Dans le reste de l'actualité, il joue un rôle déterminant sur le front de guerre contre le terrorisme. Il s'agit du bataillon des troupes aéroportées qui déploie ses paracommandos au combat par des voies et des moyens aériens et durant des exercices de grande envergure au centre d'instruction de Koutaba, nos reporters ont été entraînés au cœur des grandes manœuvres visant au largage de ces paracommandos. Un reportage réalisé en haute altitude avec Mama Soufor d'Alaskana et Jean-Paul Fougnat. Sur la base de Koutaba, les éléments du bataillon des troupes aéroportées passent le clair de leur temps à l'entraînement physique et à la simulation des manœuvres tactiques terrestres et aériennes. Des moyens d'action qui garantissent à ce corps d'élite la capacité unique de frapper en zone de conflit les centres de gravité de l'adversaire en franchissant des obstacles de distance, les terrains hostiles et l'ennemi. Formant un des 4 corps de la brigade d'intervention rapide, instrument incontournable de projection de force et de puissance par la maîtrise des opérations aéroportées. Le saut en parachute, c'est la raison d'être du BETAP. Tout bleu dans le corps fait ses premiers pas de parachutiste sur ses agrès. L'une des étapes indispensables de tout le processus, c'est l'exercice à la position d'atterrissage au sol. Et le manquer est souvent préjudiciable aux parachutistes. Le regard à 45 degrés vers le sol pour regarder le rapport de triangle angle jaune à point de pied. Regardez là où on doit atterrir. Si vous n'avez pas fait le rapport de triangle angle jaune à point de pied, vous n'avez pas fait la bonne position d'atterrissage. Est-ce que c'est compris? Au-delà des formations et des exercices communs à toutes les forces de défense et de sécurité, les éléments du BETAP ont des exercices de base spécifiques. La fenêtre d'assaut, la descente en rappel, le grimpé commando, des manœuvres d'ensemble nécessaires à l'aguerrissement du commando.
Une fois le physique au point, le futur paracommando peut alors entamer des simulations de saut aérien sur balançoire. Vas-y. 1, 2, 3. De la réarticulation, les troupes équipées de leur matériel de saut se rassemblent sur la piste en attente d'exécution des procédures d'inspection et d'embarquement. Une fois engouffré dans le ventre du C-130, les mesures de sécurité vérifiées, l'aéronef militaire se lance sur la piste et s'envole pour d'autres acrobaties dans les cieux. Et les reporters d'Equinox Télévision ont le privilège de vivre de près toutes les opérations d'aéroportage et d'aérolargage des colis et des personnels. Le timing confirmé par cet éclaireur, les paracommandos évoquent la protection de leur saint patron, Michel Archange. Puis, le largage des troupes est enclenché. Vu du sol, l'avion vomit des commandos en chute libre à 3500 mètres d'altitude. Un exercice, plus du tout la chasse gardée des seuls hommes. Quand tu ne suis pas les consignes, tu as les impacts au sol. Donc pour mieux sauter, pour mieux atterrir, il faut juste suivre les consignes, comme par exemple prendre la bonne position d'atterrissage, serrer les pieds et tu atterris sans problème. Dans cette descente vers la terre, l'adjudant Gouchoubé, 10 ans d'expérience, se pose sans rouler au sol. La seule difficulté que j'avais, c'est que j'étais contre le vent. Et quand vous êtes contre le vent, vous ne vous avancez pas rapidement. Et dans la zone de balisage sécurisée, l'équipe médicale est sur le qui-vive, prête à intervenir en cas de moindre pépin. Les pathologies que nous rencontrons plus au cours de cette activité, c'est les fractures. Et le rôle de l'équipe médicale ici consiste à rassurer le malade, à l'embarquer et à l'amener au centre médical pour une meilleure prise en charge. De sa devise, audace, efficacité, témérité dans les opérations de raid, entendez recherche, assistance, intervention et dissuasion. Le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba, fort de son savoir-faire et son expérience, est régulièrement sollicité dans des crises sur le continent. Bar El Ghazal en 2007, Kwanza Angola en 2008, la MISCA et la MINUSCA en Centrafrique, Émergence 4 et la force multinationale mixte dans la lutte contre Boko Haram. Les hommes du commandant Eli Romance Mezuizo n'en finissent pas de surprendre par leur faculté à se métamorphoser et s'adapter rapidement aux nouvelles situations qu'impose l'ennemi. Un grand reportage réalisé au centre d'instruction de Koutaba. Très peu de Camerounais connaissent le parc national de Campo, situé le long de la frontière avec la Guinée équatoriale. Cette réserve d'espèces animales se trouve dans une commune qui est à 80 km de Kribi. Cependant, les populations doivent parcourir cette route durant plus de 4 heures. La faute à une infrastructure routière déjà impraticable et qui s'est coupée en deux. Du coup, touristes, agriculteurs, forestiers, broient du noir. Reportage Roger Takala, Farel Bounia et Julienne Berthébissaï. La marche à pied est devenue un exercice favori pour les populations de Campo à cause du mauvais état des routes. L'état de la route, on ne peut même pas. Pour ça, on ne peut même rien dire. Le gouvernement vient ici tous les jours. Il voit l'état de la route. La route est mauvaise. Les cotisations, on est incapable de cotiser parce que la route est mauvaise. On va cotiser comment? Faute de voitures, parce que parsemé de bourbiers, l'arrondissement de Campo est coupé en deux. Impossible de joindre la ville de Kribi, chef-lieu du département de l'Océan, situé à 75 km en voiture. En saison de pluie, comme c'est le cas actuellement, le coût de transport connaît une augmentation qui met en mal les voyageurs. C'est très dur pour arriver, parce que je suis un homme de Kola, de Yaoundé. Même surtout pour arriver à Kribi, un grand problème. Et pour amener les choses pour venir planter ici, là, comme les rejets et tout ça, ça devient dur que je fais le transport là. Pendant la saison, si c'était la saison, on payait 3 000. Mais actuellement, 5 000 francs. Pour aller à Kribi, il faut payer 5 000, parfois 10 000. En plus du mauvais état de la route, l'absence de l'énergie électrique a un impact sur les activités économiques. Moi, je suis restauratrice. Donc, à mon niveau, quand il n'y a pas la lumière, rien ne marche.
Donc quand on a le poisson, on n'a pas de lumière, il n'y a pas moyen de les conserver. La SONEL nous menace trop ici. J'ai dit que les élites de Campo doivent mettre fin à ça. On souffre pour les congélateurs et qu'on paye l'énergie. Chaque mois, on paye. Mais les choses se gâtent dans les boutiques. Depuis 2 mois aujourd'hui, on n'a pas de lumière bien. Est-ce que tu ignores ça? Non. On donne 30 minutes, on coupe. On donne 20 minutes, on coupe. 1 heure de temps, on coupe. On fait comment? Dépassées par cette situation, les populations lancent un cri de détresse à l'endroit des pouvoirs publics. Dans l'escale internationale, les enjeux de paix et de sécurité en Afrique sont au cœur d'un forum international qui se tient à Dakar, au Sénégal. Des précisions avec nos confrères de TV5 Monde. Appelle ce forum le Davos de la sécurité en Afrique. Ce sont surtout des discussions informelles, des rencontres de couloirs entre tout le Gotha du monde du renseignement et de la sécurité en Afrique. Ce matin, lors de la cérémonie d'ouverture, le président sénégalais Macky Sall, qui est l'hôte de ce sommet, s'est exprimé en présence des présidents maliens et rwandais. Le message est clair, la menace djihadiste s'est considérablement développée en Afrique de l'Ouest ces 2 dernières années. Mais dans la lutte contre le terrorisme, les progrès sont lents et les États ont du mal à mettre en place des solutions adaptées. Pour que la riposte sur le terrain soit efficace et cohérente, il faut des forces de défense et de sécurité suffisamment formées et entraînées, suffisamment équipées et dotées de mandats clairs et robustes. L'heure me semble venue de repenser sérieusement la doctrine du maintien de la paix du système des Nations Unies. Autre enjeu soulevé pendant cette journée de débat, la nécessité pour le continent de trouver les moyens d'assurer sa propre défense, des solutions africaines pour des problèmes africains. La lutte contre le terrorisme ne doit pas seulement une lutte sécuritaire, une lutte militaire. Il y a d'autres aspects que nous, Africains, nous devrons regarder en face, à savoir que nous devrons améliorer notre bonne gouvernance, nous devrons plutôt créer plus de développement dans ces régions et nous devrons être sensibles aussi à la question des droits de l'homme. À l'issue de ces 2 jours de rencontre, il faut savoir qu'aucune grande décision relative aux crises africaines ne sera prise. Il s'agit davantage d'échanger, de débattre sur les sujets chauds du moment, comme par exemple le financement du G5 Sahel, dont la première opération a eu lieu en début du mois. Et au-delà de cette crise sécuritaire qui touche également le Cameroun, il y a une crise sociopolitique dans les régions anglophones qui a suscité le boycott de certains députés, notamment ceux du SDF, à la rentrée parlementaire de novembre 2017. On en parle dans la 2e partie de ce journal, mais avant, un public reportage concernant cette nouvelle cuvée des diplômés de l'école Odessi, désormais sur le marché de l'emploi. Ils sont prêts à améliorer les performances des entreprises camerounaises. Reportage. Dans un décor majestueux, une ambiance chaleureuse, le mercredi 1er novembre 2017 à Douala, le délégué régional du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour le littoral a présidé la cérémonie de remise des parchemins aux apprenants de la 17e promotion de l'Odessi, baptisée Innovation. La cérémonie se tient dans un hôtel très huppé de la capitale économique, paré de leurs plus belles toges. Souriants, confiants et fiers de vivre ces moments inoubliables de leur carrière, les heureux lauréats exultent de joie. Et je pense que cela a été parfaitement exprimé à ce niveau. Je ne peux que féliciter le promoteur du centre de formation professionnelle Odessi qui, en 17 ans, a déjà formé près de 4700 jeunes et inséré plus de 70% de cet effectif. Et je profite là pour adresser à monsieur le promoteur les félicitations de monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle pour l'œuvre qu'il abat aux côtés des pouvoirs publics dans le combat contre le chômage. Cet événement a concerné 270 lauréats arrivés en fin de formation dans les spécialités douane transit, transport et logistique, fiscalité et les différentes spécialités informatiques. Près de 9 mois d'études et après 2 mois de stage professionnel en entreprise, c'est un moment vraiment attendu. Vraiment, c'est un sentiment vraiment de satisfaction, que d'émotion, que de la joie. On est content du résultat, vraiment très satisfait. Le défi, c'est tous ceux qui se présentent avec un CV formation
douane transit à l'ODC, vraiment, il ne faut pas douter. La qualité des enseignements est nickel. C'est vraiment professionnel, c'est exactement le terrain. L'Organisation pour le développement des échanges et du commerce international ODC fait partie d'un groupe d'enseignement supérieur et professionnel dénommé ISFA ODC. L'ISFA pour l'enseignement supérieur et l'ODC pour la formation professionnelle. ODC, c'est une formation optimale qui cadre avec les besoins enregistrés dans le monde de l'emploi. À l'ODC, c'est le professionnalisme. Le corps enseignant est essentiellement constitué de professionnels. Il y a encore quelques possibilités d'inscription, particulièrement dans les filières de douane transit et de transport et logistique, pour ceux qui auront choisi l'enseignement supérieur dans le cadre du BTS ou bien du HND. Et nous avons des effectifs mesurés qui permettent que nous puissions assurer un suivi individualisé de chaque étudiant. Et comme je le disais tantôt, nous formons pour que les apprenants soient opérationnels, pour qu'ils soient directement capables de s'insérer dans le milieu professionnel. Les inscriptions se poursuivent dans les 2 campus du groupe, situés à Akwa à Douala. ODC, formé pour un métier, formé pour un emploi. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau le vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun, Cyril Sambaka. Bonsoir. Bonsoir Cédric Mouffelet, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Vous avez suivi les députés et sénateurs SDF, ils ont boycotté cette rentrée parlementaire du mois de novembre 2017 pour dénoncer, selon eux, la mauvaise gestion gouvernementale de la crise anglophone et le refus d'ouvrir un débat parlementaire sur cette question qui cristallise l'attention depuis près d'1 an. Que pensez-vous de cette stratégie du SDF ? Je dois dire qu'il faut distinguer les objectifs, le constat que tous les Camerounais font, c'est le même constat que les députés du SDF font. À la seule différence qu'il y en a qui sont dans le nord-ouest et qui ont été pratiquement kidnappés par les populations. Donc je pense que si nous avons les mêmes analyses de la situation du Cameroun, on peut avoir des méthodes pour arriver aux objectifs qui peuvent différer. Le SDF a choisi de boycotter. Je pense que c'est dans leur droit. Et si ça peut contribuer à ce que quelque chose avance, ce serait très bien. Et vous savez qu'une assemblée nationale ne doit pas rester complètement vide. L'UDC s'est toujours inscrit dans le dialogue. Le dialogue, on va jusqu'au bout. Parce que nous avons constaté qu'effectivement, l'Assemblée nationale du Cameroun est majoritairement RDPC. Et tout est bloqué. Que ce soit SDF, UDC, chaque fois qu'on veut débattre d'un sujet, on veut qu'il soit à l'ordre du jour, on l'évacue. Donc, en réalité, nous sommes face à une crise qui intéresse tout le Cameroun, et notamment ces députés. Les députés ont été élus par les populations. Ils sont supposés être indépendants. Mais on ne comprend pas que le parti au pouvoir, que les députés du RDPC ne puissent pas un seul instant penser peuple. Parce qu'ils sont soumis au dictat de l'exécutif. C'est ça la réalité. Ce dictat de l'exécutif dont vous faites mention est au-dessus des préoccupations des populations qui sont posées par des députés de l'opposition. Le SDF qui, dans une sortie aujourd'hui, estime qu'il y a comme un tabou sur cette question relative à la crise anglophone. Est-ce que, pour vous, le parti au pouvoir redoute notamment des discussions sur la forme de l'État qui pourraient surgir durant un tel débat? Le parti au pouvoir ne peut pas ne pas organiser cette assise. Voyez-vous, quand on parle de la tripartite, les villes mortes avaient duré 6 à 7 mois. Et il y a eu cette réunion tripartite, d'où est sorti quelque chose de fondamental. Notre constitution, on s'en est inspiré, on n'a pas fait exactement ce qu'il fallait faire, mais on s'est inspiré de cela. Maintenant, la question fondamentale qu'on doit se poser, si nous sommes tous Camerounais,
Est-ce que nous avons le droit de séparer nos frères anglophones? Parce que si c'est tout le Cameroun qui revendiquait, je pense que le dialogue aurait déjà eu lieu. Mais étant entendu que on diabolise par-ci, on diabolise par-là, il y a des gens qui ne perçoivent pas, effectivement, qu'il y a un problème de fond, il y a un problème de gouvernance qui a provoqué toute cette radicalisation. Il y a eu le non-respect de certaines résolutions de la tripartite qui nous ont rattrapés aujourd'hui. Et il n'y a pas de confrontation qui puisse se terminer sans qu'on ne soit autour d'une table. Il faut faire l'économie des morts. Il faut faire l'économie des morts. Il faut se mettre autour d'une table et discuter. Mais le président de l'Assemblée nationale, ce matin, lors de son discours d'ouverture, estime que les missions qui ont été envoyées dans le nord-ouest et le sud-ouest, conduites par le Premier ministre, sont des signes qui illustrent la volonté du chef de l'État à trouver des solutions à cette crise anglophone. Les solutions ne se trouvent pas par les fonctionnaires. Les fonctionnaires ne sont pas habilités à trouver les solutions à des crises comme celle-là. Ce sont des crises qui demandent un dialogue inclusif. On a un exemple, c'est d'ailleurs la raison principale. L'une des raisons pour lesquelles on a encore fêté cet anniversaire de la tripartite, qui était une victoire de la paix. Nous avons revisité cela, nous avons vu comment les choses se sont passées, nous avons vu ce qu'on a pu obtenir, et nous avons compris que seul le dialogue autour d'une table peut nous définir là où on va. Vous avez bien constaté que depuis que les sessions parlementaires se font, on ne pose pas, les députés ne discutent pas des vrais problèmes du Cameroun. Il y a une crise anglophone, ils n'en parlent pas. Or, c'est eux les élus du peuple. Ça pose un problème. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette attitude du pouvoir législatif face à de graves crises que traverse le Cameroun, en l'occurrence, cette crise anglophone? Oui, la raison est simple. C'est que l'exécutif a en majeure partie mis à cette assemblée des députés. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé les moyens de l'État, la corruption et autres, pour les faire élire. Ils ne sont même pas connus de leur population. Ce qui pose donc un problème. Ils ne peuvent pas aller intervenir et ils sont les plus nombreux à l'Assemblée nationale. Ça pose donc le problème du code électoral. Ça pose une série de problèmes. Vous comprenez que ce n'est pas les fonctionnaires qui vont aller décrisper et régler ces problèmes. Il y a des problèmes sous-jacents. Il y a d'autres problèmes en amont et en aval qu'il faut pouvoir régler. Nous vivons un cycle. C'est un cycle qui se termine. Il faut que les Camerounais se mettent autour d'une table pour penser le Cameroun, pour penser le développement du Cameroun. Il y a des mécanismes qui devaient être mis en place depuis 26 ans. Comme la décentralisation, rien n'a été fait. Il y a plusieurs institutions qui devaient être mises en place. On n'a rien fait. On nous a donné des sénateurs nommés. On nous a fait voter les sénateurs sans qu'il y ait les régions. Il y a tout cela qu'il faut revisiter. Et si nous sommes dans cette situation, ne voyons pas ce qui se passe seulement dans ces zones-là. Posons-nous la question de savoir quels sont les manquements de l'État qui ont entraîné cela. Parce que sur cette table, il y a un an, je me rappelle bien, je vous l'avais dit, je vous avais dit qu'après que l'armée descende, parce que la force, le pouvoir a cette habitude de penser que l'armée est là pour mater les populations. Non, l'armée est là pour protéger les populations. Mais chaque fois qu'ils sont en difficulté, parce qu'ils ont failli, ils envoient l'armée. Ils envoient la police, ils envoient la gendarmerie. Et je vous avais dit que quand on va rentrer dans une résistance passive, il faudra régler ce problème très rapidement. Alors, parce que le schéma est simple. Quand on parle de la résistance passive, des gens s'infiltrent forcément. Et puis quand ça met trop longtemps, on commence à connaître ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça aurait pu s'arrêter depuis un an. Alors vous avez parlé de la tripartite de 1991, 26 ans après un bilan que vous jugez mitigé. L'opposition a-t-elle encore les moyens politiques, elle qui évolue en rang dispersé, a-t-elle encore les moyens politiques de contraindre le régime d'ouvrir un nouveau dialogue face à une telle crise pour refonder les institutions de l'État? Je vous ai dit la première chose, c'est la prise de conscience de tout le Cameroun que nos frères anglophones ont des problèmes. Ça, c'est la première chose. Parce que la crise
de 91, c'était tout le Cameroun, au moins 7 à 8 régions. Donc la tripartite a eu lieu. Et si le gouvernement estime que 2 régions, ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas suffisant pour qu'on ouvre ce genre de rencontre, je dois dire que cette rencontre tripartite n'a pas été perçue, pas qu'elle était mitigée, mais elle n'a pas été perçue de la même façon, parce qu'il y avait des acteurs de l'opposition qui étaient à l'intérieur, il y avait des modérés, il y avait ce qu'on appelait les radicaux, et il y avait les extra-radicaux qui se trouvaient plutôt à l'extérieur. Et on n'a pas revisité, comme nous l'avons fait hier, tous les accords de la tripartite. Comment cela s'est passé? Quand on vous dit on ne peut pas discuter de la Constitution, cela avait été dit en 91. Mais à l'intérieur de la tripartite, nos leaders ont pu amener le gouvernement à céder et inscrire donc la réforme constitutionnelle. Est-ce que justement ce débat sur la forme de l'État peut renaître à travers cette crise anglophone? Vous suivez les prises de position des uns et des autres dans le cadre de cette crise. Il y a d'un côté le parti au pouvoir et les pontes du régime qui estiment que le Cameroun est un État unitaire décentralisé et qu'il n'y a pas de débat là-dessus. D'autres qui sont favorables au fédéralisme et certains plus extrémistes qui expriment la prise de position séparatiste. Comment peut-on juguler tous ces problèmes-là? D'abord, il faut rectifier. Le Cameroun n'est pas un État unitaire décentralisé. On n'a pas de décentralisation au Cameroun. Et ça depuis 26 ans. Face à cet échec du gouvernement à implémenter la décentralisation, rien ne peut plus être tabou. Parce que pour dire que le Cameroun est un État unitaire décentralisé, il faut qu'on nous montre ce que c'est que la décentralisation. Or, si en 26 ans, on n'a pas pu implémenter la décentralisation, rien ne peut être tabou dans une discussion. Mais le gouvernement estime qu'il y a eu des premiers pas qui ont été effectifs à travers quelques pouvoirs qui ont été délégués aux collectivités territoriales décentralisées au Cameroun et que c'est un processus qui certes est lent mais qui progressivement va arriver à son terme. Non, non, c'est pas vrai. C'est d'ailleurs ça qui décourage beaucoup de gens des points de vue de notre gouvernement. C'est pas vrai. La décentralisation n'a pas besoin d'1 million de temps pour être implémenté. Ils ont refusé la décentralisation pour des raisons égoïstes. Ce sont des forces, comme on dit à l'UDC, des forces égoïstes de positionnement. Ce sont des gens qui ne veulent pas céder un pas sur l'autoritarisme. Nous avons besoin d'avoir ce qui est géré localement et ce qui est géré au niveau central. Malheureusement, ce n'est pas fait. Vous pensez que quand on fait 1% de décentralisation, quand d'autres pays sont à 20, 30%, et que ça marche, on ne peut pas parler de décentralisation. Eux-mêmes ont reconnu, après, que la décentralisation doit être accélérée. Mais est-ce que vous vous rendez compte, Cédric? 26 ans. Des enfants qui sont nés à cette époque-là, ils ont 26 ans aujourd'hui. Il n'y a pas de décentralisation. Vous pensez qu'il y aura ça le siècle prochain? Il y aura ça quand? Puisqu'on le met méthodiquement, petit à petit. C'est ce qu'ils disent. Nous sommes déjà à 1%. Et ça résout quel problème local? Ça ne résout rien au niveau local. Donc le fond du problème, c'est que le gouvernement est incapable d'appliquer ses propres lois, sa constitution. Donc, et qu'attendez-vous à présent du chef de l'État depuis qu'il est rentré à l'Assemblée générale des Nations Unies? Il ne s'est pas exprimé de façon claire sur les moyens qu'il compte engager pour résoudre la crise anglophone. On se dirige déjà vers la fin de l'année avec son traditionnel discours le 31 décembre. Il y a une session budgétaire qui démarre. Qu'attendez-vous concrètement? Vous voyez, c'est ça qui est formidable au Cameroun. Parce que tout le monde se rend compte, effectivement, que notre administration, nos ministres, le président de la République a l'habitude de leur dire qu'ils ont échoué. C'est la raison principale pour laquelle, vous voyez, le Cameroun est assez calme, parce qu'on sait que le président de la République, qui lui a été élu, a le dernier mot. Donc nous espérons, nous pensons que quand il aura pris connaissance, et c'est quelque chose d'urgent, quand il aura pris connaissance de l'échec des différentes tentatives de ses envoyés, il prendra ses responsabilités. On l'a déjà fait une fois, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas 2 fois. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. En 91, il n'y avait pas d'autre solution que la tripartite. On avait des villes mortes 7 mois. Et les gens commençaient à se fatiguer. Donc, quand nous sommes arrivés à ces accords
de la tripartite, des choses ont été mises sur pied, la paix est revenue. Maintenant, ils ont commencé donc à démonter les accords de la tripartite. Pourquoi? Parce que, précisément, à l'intérieur même de l'opposition, et notamment les organes de presse, n'avaient pas bien compris le bien fondé de cette tripartite, et ça a créé un boulevard au gouvernement pour commencer donc à torpiller ces accords de la tripartite sans que les gens ne se mobilisent pour dire voici ce que nous avons signé ensemble, on doit le respecter. Cédric, il n'y a pas une autre solution que celle-là. Partout dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Merci Cyril Sambaka. Je rappelle que vous êtes le vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h. L'émission Parole de femmes, présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image. 2017. Et toujours dans cette actualité, des Camerounais interpellent les élus de la nation sur leur rôle clé dans la résolution de cette crise anglophone. Ils les exhortent, les députés et sénateurs, à utiliser le pouvoir législatif pour traiter des causes profondes de cette crise qui menace la cohésion nationale au Cameroun. Kate Diarra et Mitterrandam les ont rencontrés dans ce reportage. La rentrée parlementaire du mois de novembre, prioritairement réservée au budget de l'année 2018, est malgré tout une rentrée porteuse d'attente et d'espoir pour nombre de Camerounais. De ceux que nous avons rencontrés dans la rue, beaucoup continuent d'accorder une confiance quasi aveugle à ces parlementaires, déjà perçus ici comme contre-pouvoir, cela par le contrôle de l'action gouvernementale. Ces parlementaires-là, nous, on a confiance en eux. Si on les bosse parce qu'on a confiance en eux, nous savons qu'ils peuvent bien faire le travail. Pourtant, il y en a plus critiques et intransigeants, aux yeux de qui les parlementaires ont désormais perdu toute considération. Moi, je pense que les sénateurs n'ont jamais joué aucun rôle pour le peuple camerounais. Ils ont toujours eu l'habitude de lutter pour eux, chercher ce qu'ils vont avoir. Donc ce qu'ils vont faire aujourd'hui, je crois que ce sera la même chose. Il n'y aura rien à faire. Nous, on n'attend rien de ces parlementaires. Les Camerounais n'ont plus confiance aux députés parce qu'ils ne font pas leur boulot, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne viennent que vers la population quand ils ont besoin de leur voix pour être votés. Et après, on ne les voit plus. Des critiques qui n'ont pas empêché la formulation de leurs attentes, qui, bien que de plusieurs ordres, convergent toutes vers la résolution de la crise anglophone. Oui, qu'ils soient juste véridiques envers eux-mêmes et envers le peuple camerounais. Puisque avec la crise anglophone qui est en train de se passer, je pense qu'ils devaient s'attarder mieux par rapport à ce sujet et savoir que les Camerounais sont en train de souffrir. Chercher à trouver la solution pour que nos frères du Nord et du Sud soient dans de bonnes conditions et que le Cameroun soit en paix. La dernière session de l'an, qui intervient à un moment de crise, exacerbée par la radicalisation des revendications anglophones et la guerre contre Boko Haram, ne sera pas de tout repos pour les parlementaires. La preuve. Comme d'habitude, nous attendons le bien-être des Camerounais, que les députés, n'est-ce pas, puissent faire leur travail, à tel enseigne que les Camerounais puissent trouver une bonne façon de vivre. Au regard de l'enlisement de la crise anglophone et la radicalisation des prises de position, un dialogue politique inclusif est-il encore possible au Cameroun? Après le bilan mitigé de la tripartite de 1991, l'opposition a-t-elle encore les moyens de contraindre le régime de Yaoundé à ouvrir ce dialogue tant attendu? Nous en parlerons en deuxième partie de ce journal avec le vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun, Cyril Sambaka, l'invité du 20h. Dans le reste de l'actualité, il joue un rôle déterminant sur le front de guerre contre le terrorisme. Il s'agit du bataillon des troupes aéroportées qui déploie ses paracommandos au combat par des voies et des moyens aériens et durant des exercices de grande envergure au centre d'instruction de Koutaba, nos reporters ont été entraînés au cœur des grandes manœuvres visant au largage de ces paracommandos. Un reportage réalisé en haute altitude avec Mamassou Faure d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. Sur la base de Koutaba, les éléments du bataillon des troupes aéroportées
passent le clair de leur temps à l'entraînement physique et à la simulation des manœuvres tactiques terrestres et aériennes. Des moyens d'action qui garantissent à ce corps d'élite la capacité unique de frapper en zone de conflit les centres de gravité de l'adversaire en franchissant des obstacles de distance, les terrains hostiles et l'ennemi. Formant un des 4 corps de la brigade d'intervention rapide, instrument incontournable de projection de force et de puissance par la maîtrise des opérations aéroportées. Le saut en parachute, c'est la raison d'être du BETAP. Tout bleu dans le corps fait ses premiers pas de parachutiste sur ses agrès. L'une des étapes indispensables de tout le processus, c'est l'exercice à la position d'atterrissage au sol. Et le manquer est souvent préjudiciable aux parachutistes. Le regard à 45 degrés vers le sol pour regarder le rapport des triangles angle jaune à point de tir. Regardez là où on doit atterrir. Si vous n'avez pas fait le rapport des triangles angle jaune à point de tir, vous n'avez pas fait la bonne position d'atterrissage. Est-ce que c'est compris? Au-delà des formations et des exercices communs à toutes les forces de défense et de sécurité, les éléments du BETAP ont des... L'énergie électrique a un impact sur les activités économiques. Moi, je suis restauratrice. Donc, à mon niveau, quand il n'y a pas la lumière, rien ne marche. Donc, quand on a le poisson, on n'a pas de lumière, il n'y a pas moyen de les conserver. La SONEL nous menace trop ici. J'ai dit que les élites de Campo doivent mettre fin à ça. On souffre pour les congélateurs et qu'on paye l'énergie. Chaque mois, on paye. Mais les choses se gâtent dans les boutiques. Depuis 2 mois aujourd'hui, on n'a pas de lumière bien. Est-ce que tu ignores ça? Non. On donne 30 minutes, on coupe. On donne 20 minutes, on coupe. 1 heure de temps, on coupe. On fait comment? Dépassées par cette situation, les populations lancent un cri de détresse à l'endroit des pouvoirs publics. Dans l'escale internationale, les enjeux de paix et de sécurité en Afrique sont au cœur d'un forum international qui se tient à Dakar, au Sénégal. Des précisions avec nos confrères de TV5 Monde. Appelle ce forum le Davos de la sécurité en Afrique. Ce sont surtout des discussions informelles, des rencontres de couloirs entre tout le Gotha du monde du renseignement et de la sécurité en Afrique. Ce matin, lors de la cérémonie d'ouverture, le président sénégalais Macky Sall, qui est l'hôte de ce sommet, s'est exprimé en présence des présidents maliens et rwandais. Le message est clair, la menace djihadiste s'est considérablement développée en Afrique de l'Ouest ces 2 dernières années. Mais dans la lutte contre le terrorisme, les progrès sont lents et les États ont du mal à mettre en place des solutions adaptées. Pour que la riposte sur le terrain soit efficace et cohérente, il faut des forces de défense et de sécurité suffisamment formées et entraînées, suffisamment équipées et dotées de mandats clairs et robustes. L'heure me semble venue de repenser sérieusement la doctrine du maintien de la paix du système des Nations Unies. Autre enjeu soulevé pendant cette journée de débat, la nécessité pour le continent de trouver les moyens d'assurer sa propre défense, des solutions africaines pour des problèmes africains. La lutte contre le terrorisme ne doit pas seulement une lutte sécuritaire, une lutte militaire. Il y a d'autres aspects que nous, Africains, nous devrons regarder en face, à savoir que nous devrons améliorer notre bonne gouvernance, nous devrons plutôt créer plus de développement dans ces régions et nous devrons être sensibles aussi à la question des droits de l'homme. À l'issue de ces 2 jours de rencontre, il faut savoir qu'aucune grande décision relative aux crises africaines ne sera prise. Il s'agit davantage d'échanger, de débattre sur les sujets chauds du moment, comme par exemple le financement du G5 Sahel, dont la première opération a eu lieu en début du mois. Et au-delà de cette crise sécuritaire qui touche également le Cameroun, il y a une crise sociopolitique dans les régions anglophones qui a suscité le boycott de certains députés, notamment ceux du SDF, à la rentrée parlementaire de novembre 2017. On en parle dans la 2e partie de ce journal, mais avant, un public reportage concernant cette nouvelle cuvée des diplômés de l'école Odessi, désormais sur le marché de l'emploi. Ils sont prêts à améliorer les performances des entreprises camerounaises. Reportage. Dans un décor majestueux, une ambiance chaleureuse, le mercredi 1er novembre 2017 à Douala, le délégué régional du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour le littoral
a présidé la cérémonie de remise des parchemins aux apprenants de la 17e promotion de l'ODC, baptisée Innovation. La cérémonie se tient dans un hôtel très huppé de la capitale économique, paré de leurs plus belles toges. Souriants, confiants et fiers de vivre ces moments inoubliables de leur carrière, les heureux lauréats exultent de joie. Et je pense que cela a été parfaitement exprimé à ce niveau. Je ne peux que féliciter le promoteur du centre de formation professionnelle ODC qui, en 17 ans, a déjà formé près de 4700 jeunes et inséré plus de 70% de cet effectif. Et je profite là pour adresser à monsieur le promoteur les félicitations de monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle pour l'œuvre qu'il abat aux côtés des pouvoirs publics dans le combat contre le chômage. Cet événement a concerné 270 lauréats arrivés en fin de formation dans les spécialités douane transit, transport et logistique, fiscalité et les différentes spécialités informatiques. Près de 9 mois d'études et après 2 mois de stage professionnel en entreprise, c'est un moment vraiment attendu. Exercices de base spécifiques, la fenêtre d'assaut, la descente en rappel, le grimpé commando, des manœuvres d'ensemble nécessaires à l'aguerrissement du commando. Une fois le physique au point, le futur paracommando peut alors entamer des simulations de saut aérien sur balançoire. Vas-y. 1, 2, 3. De la réarticulation, les troupes équipées de leur matériel de saut se rassemblent sur la piste en attente d'exécution des procédures d'inspection et d'embarquement. Une fois engouffré dans le ventre du C-130, les mesures de sécurité vérifiées, l'aéronef militaire se lance sur la piste et s'envole pour d'autres acrobaties dans les cieux. Et les reporters d'Equinox Télévision ont le privilège de vivre de près toutes les opérations d'aéroportage et d'aérolargage des colis et des personnels. Le timing confirmé par cet éclaireur, les paracommandos évoquent la protection de leur saint patron, Michel Archange. Puis, le largage des troupes est enclenché. Vu du sol, l'avion vomit des commandos en chute libre à 3500 mètres d'altitude. Un exercice, plus du tout la chasse gardée des seuls hommes. Quand tu ne suis pas les consignes, tu as les impacts au sol. Donc pour mieux sauter, pour mieux atterrir, il faut juste suivre les consignes, comme par exemple prendre la bonne position d'atterrissage, serrer les pieds et tu atterris sans problème. Dans cette descente vers la terre, l'adjudant Gouchoube, 10 ans d'expérience, se pose sans rouler au sol. La seule difficulté que j'avais, c'est que j'étais contre le vent. Et quand vous êtes contre le vent, vous ne vous avancez pas rapidement. Et dans la zone de balisage sécurisée, l'équipe médicale est sur le qui-vive, prête à intervenir en cas de moindre pépin. Les pathologies que nous rencontrons plus au cours de cette activité, c'est les fractures. Et le rôle de l'équipe médicale ici consiste à rassurer le malade, à l'embarquer et à l'amener au centre médical pour une meilleure prise en charge. De sa devise, audace, efficacité, témérité dans les opérations de raid, entendez recherche, assistance, intervention et dissuasion. Le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba, fort de son savoir-faire et son expérience, est régulièrement sollicité dans des crises sur le continent. Bar El Ghazal en 2007, Kwanza Angola en 2008, la MISCA et la MINUSCA en Centrafrique, Émergence 4 et la force multinationale mixte dans la lutte contre Boko Haram. Les hommes du commandant Eli Romance Mezuizo n'en finissent pas de surprendre par leur faculté à se métamorphoser et s'adapter rapidement aux nouvelles situations qu'impose l'ennemi. Un grand reportage réalisé au centre d'instruction de Koutaba. Très peu de Camerounais connaissent le parc national de Campo, situé le long de la frontière avec la Guinée équatoriale. Cette réserve d'espèces animales se trouve dans une commune qui est à 80 km de Kribi. Cependant, les populations doivent parcourir cette route durant plus de 4 heures. La faute à une infrastructure routière déjà impraticable et qui s'est coupée en deux. Du coup, touristes, agriculteurs, forestiers, broient du noir. Reportage Roger Takala, Farel Bounia et Julienne Berthebissaï. La marche à pied est devenue un exercice favori
pour les populations de Campo à cause du mauvais état des routes. L'état de la route, on ne peut même pas. Pour ça, on ne peut même rien dire. Le gouvernement vient ici tous les jours. Il voit l'état de la route. La route est mauvaise. Les cotisations, on est incapable de cotiser parce que la route est mauvaise. On va cotiser comment? Faute de voitures, parce que parsemé de bourbiers, l'arrondissement de Campo est coupé en deux. Impossible de joindre la ville de Kribi, chef-lieu du département de l'Océan, situé à 75 km en voiture. En saison de pluie, comme c'est le cas actuellement, le coût de transport connaît une augmentation qui met en mal les voyageurs. C'est très dur pour arriver, parce que je suis un homme de Kola, de Yaoundé. Même surtout pour arriver à Kribi, un grand problème. Et pour amener les choses pour venir planter ici, là, comme les rejets et tout ça, ça devient dur que je fais le transport là. Bon. Pendant la saison, si c'était la saison, on payait 3 000. Mais actuellement, 5 000 francs. Pour aller à Kribi, il faut payer 5 000, parfois 10 000. En plus du mauvais état de la route, l'absence de l'État. Prennent en compte l'actualité, les réalités de l'heure. Il faudrait que le budget reflète cette réalité pour permettre à notre pays de rester debout. Il reste maintenant à rentrer dans le vif du sujet avec le dépôt des premières lois sur la table des parlementaires. Un débat parlementaire sur la crise anglophone est-il tabou à l'Assemblée nationale et au Sénat? Le RDPC, le parti au pouvoir, redoute-t-il des discussions sur la forme de l'État? Ce tabou subtilement imposé au Parlement agace le SDF. Ces parlementaires, ce matin, ont boycotté la rentrée à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la session parlementaire du mois de novembre 2017 et comptent aller bien plus loin si rien n'est fait pour ouvrir un débat sur cette crise qui affecte déjà toute la République du Cameroun. Des précisions avec Marcelin Grassot dans ce reportage. C'est à l'absence de plusieurs députés que les parlementaires du SDF ont boycotté l'ouverture de la session budgétaire. Au siège du parti où ils se sont réunis, les absences de Joseph Wiba et de Joseph Bandam ne sont pas passées inaperçues, pour ne citer que ces deux députés bien connus qui ont été pris à partie récemment par les populations des régions anglophones. Il y a certains de mes parlementaires qui sont assiégés à résidence par les populations, par leurs électeurs dans leur région, leur demandant de ne pas se déplacer à Yaoundé, parce que ça fait 4 sessions que la crise a débuté dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, et jusqu'aujourd'hui, pendant les 4 sessions, le Parlement n'a rien fait, alors que la Constitution, à son article 4, parle de l'autorité de l'État qui est exercée par le président de la République et le Parlement. Donc le Parlement devait faire quelque chose, ça fait 4 sessions, rien n'est fait. Les députés et sénateurs du SDF ont donc déserté l'hémicycle pour dénoncer la mauvaise gestion de la crise anglophone par le président de la République. Nous sommes, n'est-ce pas, à une étape de l'escalade qui, si rien n'était fait, risque de nous conduire à des lendemains très incertains. Parce que non seulement les éléments de force de sécurité ont été assassinés, ça c'est jusque-là, depuis le début de la crise, nous n'avions pas encore vécu ça, mais aussi les populations menacent nos élus de ce qu'ils n'entendent plus qu'ils aillent à Yaoundé sans qu'on sache ce qu'ils aillent faire. Parce que c'est comme s'ils cautionnaient ce qui se passe à Yaoundé, c'est-à-dire le mépris à leur endroit. Donc, ceux-là aussi peuvent être tués au cas où, n'est-ce pas, sans façon, ils font comme s'ils coopéraient avec le gouvernement. Donc, que vous savez, nous sommes les élus du peuple, les représentants de ce peuple. Et ceux-là qui nous ont élus ne peuvent pas être en train de souffrir, ne peuvent pas être torturés, massacrés, et nous nous comportions comme le gouvernement, c'est-à-dire comme si de rien n'était. À la question de savoir jusqu'où iront-ils dans le boycott de la session en cours, les parlementaires du SDF s'en remettent à la sagesse du président de la République. Nous attendons un dialogue inclusif avec tous les acteurs de la société civile, des partis politiques, du clergé, des chefs traditionnels et autres. C'est ce que nous attendons. Lui-même, il a parlé du dialogue. Où est le dialogue? Donc c'est ce que le Premier ministre est en train de faire sur le terrain avec ses fonctionnaires. Je ne crois pas. Nous adressons notre communication
communiquer en direction du chef de l'État parce que c'est lui qui doit apporter la solution à cette crise. Pour le moment, je ne peux pas vous donner la suite, donc la suite c'est que j'attends le chef de l'État. Ce n'est pas la première fois que les sénateurs et députés du SDF boycottent une session parlementaire. À la différence que cette fois, ils n'ont pas occupé leur siège avant de les abandonner, comme par le passé. Ils ont préféré un siège plus confortable selon eux, celui de leur formation politique au quartier Olezoa à Yaoundé. It is worth noting. Et au Sénat, dans l'après-midi, Marcel Niat Difendi a condamné la montée de la violence dans les régions anglophones avec les actes perpétrés contre des gendarmes. Le président du Sénat a invité les parlementaires à être des apôtres de la paix et s'engager pour relever les défis liés à cette session consacrée à l'examen et l'adoption du budget 2018. Et vous le voyez en image, cette session s'est ouverte en l'absence remarquée des sénateurs du STF. Néanmoins, l'on a relevé la présence du directeur du cabinet civil de la présidence de la République et des membres du gouvernement invités à l'ouverture de la session parlementaire au Sénat pour ce mois de novembre. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des députés et sénateurs SDF boycottent la rentrée parlementaire de novembre 2017, un signe de protestation contre ce qu'ils qualifient d'impuissance et d'incapacité du Parlement à ouvrir un dialogue sur la crise anglophone et la forme de l'État. En réponse à ce boycott du SDF, le président de l'Assemblée nationale a martelé dans son discours d'ouverture que le Cameroun est un État unitaire et décentralisé, un et indivisible, dans un contexte de radicalisation des prises de position. Un dialogue politique inclusif est-il encore possible au Cameroun? Vous écouterez dans ce dossier du 20h des voix des Camerounais ordinaires interpeller les parlementaires sur leur rôle clé dans la résolution des crises de grande envergure au Cameroun. Sur le front de guerre contre le terrorisme, les populations vivent une autre terreur, celle des enlèvements des membres de leur famille, des agressions mortelles dans le septentrion, mais aussi le spectre d'une famine qui menace les populations du septentrion. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La rentrée parlementaire de novembre 2017 est marquée par le boycott des députés et sénateurs du SDF à l'Assemblée nationale et au Sénat en suspendant ainsi leur participation. Ils entendent protester contre ce qu'ils qualifient d'impuissance et d'incapacité du Parlement à ouvrir un débat sur la crise anglophone et la forme de l'État. D'ailleurs, cette question, cette préoccupation liée à la crise anglophone n'a été évoquée qu'à la fin du discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale. Kavaye Egedibril a répété une fois de plus les prises de position de l'exécutif sur la crise anglophone, à savoir le Cameroun est un État unitaire et décentralisé, un et indivisible. Reportage Joël Essenge et Guy Zogo. L'ouverture de la session parlementaire de novembre à l'Assemblée nationale offrait avant tout deux temps forts, le boycott du Social Democratic Front et la présence du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Belinga Eboutou, dans le box du gouvernement. Plus classique, le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale a rappelé la nécessité de se conformer aux principes budgétaires pour le budget 2018. Le projet de budget qui sera bientôt soumis à l'examen de notre Chambre va être un projet réaliste, conforme aux grandes orientations de la politique budgétaire. Aussitôt après, il a précisé le contexte dans lequel ce budget va être examiné. Ce nouveau budget intervient dans un contexte global, toujours marqué par la chute des cours de pétrole et des autres principales matières présentes primaires, à l'instar du cacao et du café. Sur un tout autre plan,
Le président de l'Assemblée nationale a mis en garde contre les risques d'une famine dans le septentrion. Le spectre d'une sévère famine plane actuellement sur la partie septentrionale du Cameroun du fait de la faible pluviométrie et de l'activité champêtre perpétuée et large par l'insécurité provoquée par la rébellion Boko Haram. Reléguée à la dernière extrémité du discours du président de l'Assemblée nationale, la crise anglophone lui a inspiré la condamnation des actes de violence et l'évocation sans relief du dialogue. C'est le lieu pour moi de condamner avec la dernière énergie les assassinats, les actes de violence et les autres exactions qui continuent d'être perpétrés, surtout dans les milieux scolaires. On ne peut qu'encourager les uns et les autres à rester dans la voie du dialogue et de la concertation. Les députés, eux, se disent prêts. Nous sommes prêts, comme par le passé, à travailler pour le projet de budget qui sera soumis à notre examen. Nous souhaitons simplement que ce projet de budget